Bonsoir à toutes et à tous. Il y a une question qui vient constamment à l'esprit et qu'on me pose. Pour qui allez-vous voter au premier tour de l'élection présidentielle? Eh bien, pas sortir un nom de mon chapeau, d'ailleurs je n'en porte pas, ou de mon portable. Je veux essayer ce soir de vous montrer quel devrait être ce candidat et dans quelle direction il devrait aller. Ce que nous voulons tous, c'est une France forte, économiquement forte, indépendante, rétablissant la priorité de la production, de la santé publique, de l'éducation, permettant une justice sociale pour tous et rétablissant aussi l'ascenseur social. Lorsqu'on veut ce rétablissement, il faut saisir l'occasion lorsqu'elle se présente. Il faut, comme on dit, la prendre par les cheveux. Mais pas raisonner en administrateur, pas raisonner en universitaire, pas raisonner en géopoliticien ou en tacticien, mais voir les choses d'un point de vue supérieur et s'y tenir, à partir duquel on peut relever un défi qui apparaissait impossible dans l'ordre actuel, qui apparaît impossible dans l'ordre actuel. C'est une méthode que, dans notre mouvement, nous discutons souvent sous le nom de principe de coïncidence des opposés. Parce que la paix, lorsqu'on veut la faire, ou le développement, la paix, ce n'est pas avec un ami, c'est avec un ennemi. Et il faut voir comment on peut coïncider à un niveau supérieur en donnant l'avantage, un certain avantage à l'ennemi, pour qu'il rentre dans notre cause, qui est celle d'une plus grande justice et d'une plus grande indépendance. Alors, cet avantage doit correspondre évidemment aussi à notre propre intérêt. Mais c'est dans la logique d'un système qui soit gagnant-gagnant, et pas comme le monde dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui devient de plus en plus un système perdant-perdant. Alors, voilà la situation. Il faut juger d'après les réalités, pas d'après des discours qui pourraient être faits à n'importe quelle époque. La guerre en Europe et la crise financière dans le monde sont les deux défis que nous devons relever. C'est les deux défis qui sont devant nous. D'abord, pour ce qui concerne la guerre en Europe, il faut des médiateurs. La France peut l'être, avec d'autres pays, en entraînant d'autres pays d'Europe, avec la Chine, avec l'Inde, et être capable de faire ce que Jacques Chirac proposait en 2006, avant que Nicolas Sarkozy nous réintègre dans le commandement intégré de l'OTAN, en 2008. Ce que proposait Jacques Chirac à l'époque, avec Gourdon-Montagne, qui était son représentant, c'était une Ukraine neutre, dont les frontières seraient garanties à la fois par la Russie et par l'ensemble des pays de l'OTAN. Condoleezza Rice aux États-Unis n'en a pas voulu, les Américains n'en ont pas voulu, et on a perdu une grande occasion dans l'histoire. Alors, aujourd'hui, il faut en plus un accord de stabilité stratégique qui est demandé légitimement par tous les pays, autant ceux qui, dans l'Europe orientale, dans notre Europe, dans l'est de notre Europe, se sentent menacés par la Russie, et pour la Russie elle-même, qui a droit à un système de stabilité et de sécurité stratégique. Et puis, il faut bien plus encore. Il faut, et c'est le cœur du problème, que la France puisse devenir inspiratrice, catalyseur, inspirateur même, et oui, inspirateur, d'un nouvel ordre économique et monétaire international, d'un nouvel ordre de développement dans le monde. Car le système actuel nous condamne soit à la guerre, soit à une inflation destructrice. L'Institut Schiller, avec lequel nous travaillons, a une conférence, prépare une conférence qui aura lieu le 9 avril, une conférence sur une nouvelle architecture
de sécurité et de développement pour chaque nation du monde. C'est un peu l'esprit de la politique étrangère du général de Gaulle. Il faudrait aujourd'hui qu'une politique intérieure soutienne cette politique étrangère, ce qui n'était pas le cas à l'époque du général de Gaulle, ou pas complètement le cas. Il faudrait cette politique internationale qui permette de libérer la France et les autres pays des contraintes qui pèsent sur eux, sur elles, et qui les empêchent d'avoir cette politique de justice sociale, d'indépendance et de développement mutuel. Donc voilà un premier cas. Car nous ne devons pas être soumis à une politique aujourd'hui qui, pour dire la vérité, laisse mourir de froid et de faim, ou parfois fait mourir de froid et de faim, des êtres humains, que ce soit en Afghanistan, que ce soit au Yémen, que ce soit en Syrie. Nous devons avoir une politique qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Or, aujourd'hui, la seule voie pour y parvenir, c'est une réelle politique de développement mutuel dans le monde. Et cette politique de développement mutuel dans le monde permettra cette politique de justice sociale chez nous. Et c'est là le défi que nous devons relever. Et c'est une occasion avec la situation actuelle. Alors, dans cette situation, évidemment, on a un problème qui est immédiat, c'est le problème de l'énergie. Car si nous n'avons pas le gaz russe, si nous n'avons pas même le pétrole russe, nous sommes devant un problème d'approvisionnement de l'Europe en énergie. La Russie a annoncé que les pays qui se procurent du gaz russe devraient payer en roubles. Alors la France a dit non, l'Allemagne a dit non, mais qu'arrivera-t-il ? Vladimir Poutine a dit que ce serait progressif, mais qu'arrivera-t-il si il n'accepte pas d'autre monnaie que le rouble? Alors, il y a une question qui se pose ici. Poutine, dans ces circonstances, disons, a la main. Donc il faut sortir de ces circonstances où il a la main. C'est ça le défi. Et pour la France, cela veut dire que nous jouions notre atout qui est celui du nucléaire d'aujourd'hui et du nucléaire du futur. Alors vous me direz, Emmanuel Macron veut que l'on ait 6 EPR assez rapidement et que l'on ait des réacteurs nucléaires modulaires, des mini-réacteurs nucléaires qui vont jusqu'à 300 MW. Mais où est la dynamique? Cette dynamique, il faut créer une dynamique avec Astrid qu'on a abandonné, avec les réacteurs à neutrons rapides sous-critiques, avec toute la filière thorium. C'est tout un effort qu'on doit consentir et qu'on ne fait pas. Alors, cela veut dire aussi que le gaz ne soit pas, le prix du gaz ne soit pas le prix auquel on détermine le prix de l'électricité, comme c'est le cas aujourd'hui en Europe. Il faut sortir de ce système-là. Et il faut le courage pour en sortir, avoir le courage d'en sortir. C'est une première chose pour le gaz. Évidemment, tout cela est enveloppé d'une immense hypocrisie. Aujourd'hui, on impose la sortie du système SWIFT, le système de règlement entre banques, aux banques russes. Mais celles-ci se tournent vers le système chinois, qui existe depuis plusieurs années. Et aussi, le gaz russe continue toujours à passer sur le pipeline qui aboutit en Europe. Et il passe par où? Par l'Ukraine. Et les Russes, que je sache, continuent à payer les Ukrainiens pour ce passage. Donc on est dans une hypocrisie terrible, parce qu'il y a la guerre d'un côté, de l'autre côté, il y a ce gaz qui passe. Et les Ukrainiens ne peuvent pas le couper, parce que s'ils le coupaient, on créerait une crise immédiate dans toute l'Europe. Alors voilà, il faut être et se situer du point de vue de la raison et penser comment on peut trouver une solution à cette question de l'énergie. Je dirais, il y a cette réponse évidente. On ne doit plus être dépendant du gaz. On a le nucléaire, d'une part. Et d'autre part, évidemment, il faut qu'il y ait une voie diplomatique, une paix négociée, pour qu'on aboutisse à ce que j'ai dit auparavant sur l'Ukraine et la Russie. Et qu'alors oui, on puisse bénéficier du gaz russe. Car les Américains nous diront oui, mais on va vous donner
notre gaz naturel liquéfié, le GNL américain. Oui, mais ce GNL liquéfié américain, il faut le recevoir. Il faut le régazéifier. On manque en Europe de terminaux de régasification. On en manque. Il n'y en a pas en Allemagne. Il y en a quelques-uns aux Pays-Bas. Nous, on en a 4 en France, plus un qu'on va faire flottant au Havre. C'est très bien, mais ce n'est pas assez. Donc, on ne peut pas, si on veut garder une politique de développement, se passer du gaz russe. L'alternative étant ce qu'on dit de façon assez comique, parfois dans la presse, et je trouve ce que dit Marianne, c'est, on dit oui, mais il faudra la sobriété, il faut moins de chaleur dans les appartements, et se contraindre, etc. Se les geler, c'est donc bon pour la santé, nous dit Marianne. Donc on fait croire en plus que c'est bon pour la santé. Donc on a toute cette politique-là dont il faut absolument que l'on sorte. C'est une politique qui fait accepter, qui fait passer en même temps, et je vais en parler bientôt, qui fait passer en même temps l'austérité sociale qui apparaît comme quelque chose qui va pouvoir être fait. Alors, évidemment, on parle de justice, le peuple ukrainien, tout le monde pense, oui, le peuple ukrainien est la première victime de ce qui se passe. Et ce qui lui arrive est absolument intolérable. Mais on verse beaucoup de larmes de crocodile sur cela, car les peuples des pays émergents aussi, et en raison des sanctions que l'on prend contre la Russie et du blocage de l'Ukraine, les peuples émergents vont souffrir, car ils dépendent de l'Ukraine, du blé de l'Ukraine et des produits alimentaires de l'Ukraine et de la Russie, surtout le blé, pour leur nourriture. Ensuite, les victimes, c'est les peuples européens, parce que nous sommes dépendants en matières premières, et on sait tous les cas de dépendance, depuis le titane pour nos avions, le palladium pour les pots catalytiques des voitures, et puis tout ce qui est évidemment le gaz et le pétrole. Et on est dépendant en matière même d'organisation financière. Notre politique, disons, que l'on suit avec ces sanctions, avec cette absence de vision pour ce qui est l'intérêt économique de nos pays, c'est une politique qui se tire une balle dans le pied et dans la tête. C'est d'autant plus grave qu'il y a la question financière. Et cette question financière, qui est fondamentale, c'est que si on applique les sanctions économiques, elle frapperait pas seulement les produits russes, mais tous les contrats qui y sont associés, les contrats d'assurance, qu'on appelle les produits financiers dérivés. On s'assure qu'on prend des assurances, ça reste à un certain prix, et ces contrats d'assurance sont vendus et font toute une chaîne de spéculation en réalité, mais dans lequel on vend et on achète ces produits d'assurance. Or, d'un seul coup, si le prix des matières premières devient erratique, comme il l'est aujourd'hui, ou s'il augmente comme il augmente, c'est non seulement un problème économique, mais toutes ces chaînes d'assurance seront menacées. Il suffit qu'un maillon de la chaîne saute pour que toute la chaîne se trouve infectée, littéralement infectée. Donc on a un problème non seulement d'approvisionnement physique, mais on a également un problème financier. Et on fait semblant de ne pas considérer l'existence de ces problèmes. On vous dira que la Russie n'est qu'un cas, disons, qu'une petite part de tout cela. Pour le pétrole, c'est 8% de la production mondiale. Mais c'est essentiel tout de même comme un segment, c'est toujours un segment qui détermine ce que deviendra le reste. Et en plus, cette histoire de pétrole est d'autant plus grave que la Russie n'a pas suffisamment de dépôts de pétrole. Donc ces dépôts sont pleins, ces pipelines sont pleins. Et voilà, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra arrêter alors la production de pétrole en Russie parce qu'on ne le prend pas et que tous les dépôts sont pleins en Russie. Et voilà le problème. Alors à partir de tout cela, risque de se créer dans le monde une véritable mutinerie monétaire. Mutinerie dont on voit déjà les premiers éléments en ce qui concerne les pays qui résistent à l'oligarchie financière anglo-américaine. Est-ce que c'est bien cette mutinerie? Non. Est-ce que l'oligarchie financière c'est bien? Non, c'est pire. Alors comment sortir du dilemme? Et c'est là que, évidemment, se pose le grand défi que nous avons devant nous. Il y a, par exemple, de très beaux plans dans notre pays. Le plan Macron, le plan France 2030, c'est un plan d'investissement de 30 milliards sur 5 ans. Alors on dit pour assurer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir de la France. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ce plan? On voit des petits réacteurs nucléaires modulaires, 2 gigafactories ou électrolyseurs
pour l'hydrogène vert, on voit l'aide au développement de la décarbonation industrielle, les avions bas carbone, 2 milliards pour l'agriculture, 6 milliards pour la production de composants électroniques. C'est un peu, comme on disait à l'époque où on lisait Prévert, un inventaire à la Prévert. Il y a un peu de tout là-dedans. C'est une énumération, pas de stratégie, c'est flou, c'est trop peu, il n'y a pas de stratégie cohérente. Et évidemment, encore, il n'y a pas les formations nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. 2,5 milliards pour former de nouveaux talents, disent-ils, mais on ne dit pas comment. Et dans un système d'éducation, vous le verrez, qui est sous fortement influence des préconisations de McKinsey. Donc, voilà, il n'y a pas non plus de conjonction entre le militaire et le civil. Par exemple, entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil. Vous avez un autre candidat comme Jean-Luc Mélenchon qui est pour qu'on se défende avec le nucléaire militaire, mais qui est contre le nucléaire civil. Alors tout cela est plein de contradictions. Il n'y a pas de vision cohérente, de vision claire. Et le programme de Macron, alors, si on va plus en profondeur, c'est quoi voilà, il prétend une politique internationale de médiation. Il parle très souvent à Vladimir Poutine. Mais il pratique une politique intérieure en France qui ne correspond pas du tout, qui n'est pas celle qu'il faudrait pour lui donner une crédibilité. D'ailleurs, la politique internationale non plus, puisque la France fait partie du commandement intégré de l'OTAN, et l'Union européenne elle-même est étroitement associée à l'OTAN, notamment par le titre 5 du traité de l'Union européenne. Donc, voilà. Est-ce qu'on est dans une situation où on peut être pris au sérieux? Et la réponse est non. On ne peut pas être pris au sérieux lorsqu'on a une politique intérieure où on réforme des APL, on réforme les retraites, on associe le RSA à des heures de travail obligatoires, on pratique une politique qui est une politique qui est je dirais ultra-libérale, à l'américaine, qui serait la politique de LR, en quelque sorte. Quelle différence entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron sur le front de l'orientation? Il n'y en a pas. Donc, on est dans ce domaine littéralement pris dans un véritable piège dont on ne voit pas comment, dans cette élection présidentielle, on ne voit pas qui établit les conditions pour qu'on puisse en sortir. Alors, tout cela se déroule, évidemment, quand il n'y a pas de vision claire, quand il n'y a pas de débat d'idées, tout ça se déroule sur fond de scandale. Premier scandale, le méga deal de 12 milliards de dollars, signé en avril 2012 par Nestlé, et qui a pris le contrôle de la filiale de lait infantile de Pfizer. On voit déjà apparaître Pfizer. Et Macron a servi d'intermédiaire, avec un certain talent, dit-on, et en respectant ses équipes. Mais Off Investigation, maintenant, nous dit, mais où est passée la méga-commission? Où est passé, comme dit Marianne, le pognon fou que Macron aurait palpé chez Rothschild à ce moment-là? Alors, c'est pas, j'accuse ni Macron ni Rothschild. Ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout cela, et qu'on masque les choses, et qu'on sait que Macron n'a pas dû toucher seulement ce qu'il a déclaré en 2012, 720 000 euros, ce qui est déjà considérable, mais au moins 3 ou 4 fois plus, car c'est ce qu'aurait perçu un associé gérant classique d'une grande banque, ou bien Macron n'a pas su négocier, ou bien Macron a touché dans un trust institutionnalisé par la banque son argent ailleurs. Donc on ne sait pas, mais en tout cas il y a très certainement suspicion de dissimulation. Et puis il y a tout le programme de McKinsey. On a vu que McKinsey a écrit un article, un rapport, le futur du travail en Europe, The Future of Work in Europe. Alors c'est McKinsey Global Institute, et voilà ce qu'il dit sur le travail. Pour doper cet emploi, les gouvernements nationaux devraient envisager de larges réformes du marché du travail et des retraites. On y est, c'est la politique de Macron. Même chose dans l'éducation, où il est dit
qu'il faut donner aux enseignants non pas une augmentation de salaire pour tous, mais des primes ou des avantages de salaire lorsqu'ils accomplissent des efforts qui atteignent certains résultats. Aujourd'hui, Macron n'a pas dit exactement ça, il a dit lorsqu'ils accomplissent des missions. Mais évidemment, c'est créer l'inégalité entre enseignants. Donc McKinsey, encore une fois. Donc on est dans le contexte absolu de ce type de programme. Et je dirais, pour aller encore plus loin, qu'on voit les gens qui sont tout à fait dans ce contexte. C'est l'affaire dont on peut parler, l'affaire Paul Mindy. Paul Mindy, MIDY, est quelqu'un qui est directeur général de l'ERM. Il a été d'abord au cabinet de conseil de McKinsey de 2007 à 2014, et on sait que plusieurs éléments du cabinet de McKinsey ont coopéré à la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Donc, est-ce qu'on peut accuser de cette façon LRM tout seul? Non, certainement pas. Parce que Maël de Calan, qui est associé à Valérie Pécresse, et a été consultant de McKinsey, chargé d'accompagner le gouvernement dans la politique de vaccination contre le Covid. Il était ancien conseiller d'Alain Juppé et est engagé auprès de Valérie Pécresse aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, j'ai mentionné Macron, j'ai mentionné Midi, j'ai mentionné Maël de Calan, je ne veux pas accuser des personnes, mais c'est tout un système qui est en cause. Cette espèce d'oligarchie des portes tournantes où on passe du privé au public et où finalement on sert le privé. Et c'est cela que je voulais vous dire ce soir. Nous sommes sous la coupe de ce système-là où d'autres candidats qui traitent des questions qui ont certes leur intérêt, mais qui ne touchent en rien aux deux raisons principales, aux deux questions principales dont je viens de vous parler, qui est celle de la guerre en Europe, et sortir de cet ordre financier et monétaire destructeur imposé par une oligarchie financière qui, en toute connaissance de cause, ne produit pas pour le futur, mais tente de préserver un pouvoir par tous les moyens. Et elle est malthusienne par définition, puisqu'elle ne pense pas en termes d'investir dans les technologies du futur, dans ce qui est l'éducation, la culture, le progrès. Non, elle a une politique de maintenir les circuits financiers existants à tout prix. Et vous avez vu que les marchés financiers, même les marchés financiers, dans un état normal, devraient aujourd'hui s'écrouler. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre en Europe, parce qu'il y a une situation financière qui est à bout. C'est où l'inflation, si on garde les taux d'intérêt bas, ou un système où on ne pourra plus emprunter pour jouer, donc la chute du système, si on élève trop les taux d'intérêt. Donc on est pris dans cela, et on est pris aussi dans une politique où on ne voit plus une unité des différents pays autour d'une cause. Donc, dans ces conditions-là, tous les marchés financiers devraient s'effondrer. Pourquoi ils ne s'effondrent pas? C'est parce que les banques centrales continuent à les alimenter. Et les alimentent constamment. Avec quoi? Une monnaie qui est en réalité de la fausse monnaie. Donc on vit dans ce système de faux monnayeurs, et ce système de faux monnayeurs porte en lui soit l'austérité sociale, soit la guerre, soit les deux à la fois. Et nous y sommes. Donc, que faire? Et de ce point de vue, il est intéressant de voir, revenant à ce que j'ai expliqué au départ, ce qu'il faudrait faire si on voudrait s'engager pour sortir de cet ordre qui est destructeur et qui est opposé à l'avenir du monde, à l'avenir des générations qui vont être les générations futures. Il faudrait, pour en sortir, avoir une politique différente. Alors, Serge Lavrov, poursuivant les éléments discutés entre Vladimir Poutine et Xi Jinping le 4 février à Pékin, Serge Lavrov a déclaré « Je suis convaincu qu'à l'issue de cette étape, Serge Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères de Russie, je suis convaincu qu'à l'issue de cette étape, la situation internationale sera nettement plus claire et que nous nous dirigerons vers un ordre mondial multipolaire, juste et démocratique. » Eh bien, je pense qu'il faut le prendre au mot. Et ce n'est pas que Serge Lavrov qui dit cela. J'insiste beaucoup sur ce que je vais vous dire maintenant. Le chef d'état-major des armées, en France,
a dit, dans une communiqué, dans une lettre qu'il a adressée aux messieurs les officiers généraux, donc aux principaux militaires français, il a dit « Les sanctions prises par la communauté internationale à l'encontre de la Russie frappent durement l'économie russe, bien sûr, mais également les économies occidentales et en particulier européennes. À moyen terme, l'une des conséquences de cette guerre sera sans doute une profonde restructuration des relations économiques mondiales. » Oui, mais pourvu qu'elle soit pour le bien. Et pour le bien, cela veut dire ce nouvel ordre économique international de développement mutuel pour lequel nous nous battons, pour lequel nous organisons cette conférence de l'Institut Schiller le 9 avril. Pas une séparation du monde en deux, un Est et un Ouest. Ça ne peut pas marcher de cette façon. Alors, je dirais ce soir que, pour revenir à la question de départ, ayant essayé d'esquisser ce que devrait être un vrai président français, prenant au sérieux sa mission, eh bien, pour qui faut-il voter au premier tour? Je ne vois pas pour qui. Franchement, je ne vois pas pour qui. Je vois qu'il ne faut pas voter pour Emmanuel Macron, c'est clair. Mais par ailleurs, voilà, il y a un vide. Il y a un trop-plein qui cache un vide. Et je dirais que nous présentons des candidats aux élections législatives avec Jaurès et avec De Gaulle, avec leur esprit, disons, pour défendre une autre conception de la France, pour le progrès social chez nous et la cause de l'humanité partout dans le monde. Alors vous me direz, nous ne présentons que quelques candidats. Oui, c'est vrai. Avec la République souveraine, nous allons présenter un certain nombre de candidats. Mais j'ai espoir que lorsque les idées, parce que je crois profondément aux idées, que lorsque les idées commencent à correspondre à l'intérêt des citoyens, ces idées se développent et prospèrent. Donc on sème un grain, mais on voit pousser une plante. Et c'est de ce point de vue-là que nous abordons la vie politique qui vient, en pensant que l'élection présidentielle, les élections législatives et la suite vont être des moments fondamentaux auxquels, aujourd'hui, aucun candidat n'est préparé à faire face, et nous, de notre côté, nous essayons de créer les conditions où apparaissent ceux et celles et ceux qui pourront y faire face. C'est ce que je voulais vous dire ce soir.